Le ciel au-dessus de nos têtes. Les trois fils de Moussa l'astronome. Nuit après nuit, aussitôt achevé la dernière prière à la mosquée de Khosaran, le cavalier fantôme fonce au grand galop à travers le désert. Son cheval est roux comme le henné dont usent les femmes, et il en a enveloppé les sabots de linge blanc. Où que ce soit, avec l'apparition subite du cavalier masqué entre les collines basses, disparaissent quiétude et sécurité. La bourse et les armes des Bédouins qui regagnent leurs tentes au retour du souk sont aussitôt sa proie. Depuis bien des années, Moussa ben Shakir fréquente assidûment le palais du calife. Ami personnel du grand El-Ma'moun, il est parmi les astronomes et géomètres de la cour l'un des plus estimés. Mais sa prière du soir à la grande mosquée à peine terminée, Moussa ben Shakir se mue en brigand. Les chaînes dorées de la cour qui l'entravent solidement ne peuvent cependant lui faire oublier que ses parents et ses aïeux, autrefois repoussés du désert de Koufa vers l'est de l'Empire, Allah seul sait quand, furent des Bédouins, des errants. Rien ne peut lui faire oublier qu'il est lui-même un enfant du désert. Chaque nuit donc, Moussa retourne au désert. Chaque nuit, il vit de nouveau selon les lois séculaires qui fondent la razzia, exécutée selon des règles strictes et chevaleresques, le glorieux exploit d'un homme courageux, hardi, mais réfléchi. Tout au long de la nuit, chevauchant sans bruit dans l'obscurité, Moussa n'a pour seul guide et pour seuls amis que les étoiles que depuis des millénaires ont dirigé son peuple à travers les espaces infinis du désert. Mais sitôt que point le jour, l'anonyme cavalier fantôme doit redevenir à la résidence celui que chacun connaît. Dès que l'œil peut différencier un fil blanc d'un fil noir, et tandis que le muezzin appelle le peuple à la prière du matin, Moussa ben Shakir court se prosterner dans la mosquée et remercier Allah d'avoir bien voulu placer sur son chemin la troupe de cavaliers qui a pourvu à son butin. El-Ma'moun soupçonne-t-il celui auquel il a accordé une place privilégiée à sa cour, comme dans son cœur de mener une double vie? Le jour arrive cependant où, les attaques nocturnes se multipliant, les victimes portent plainte. Une enquête devient nécessaire et les soupçons se portent sur l'astronome Moussa ben Shakir. Mais la communauté atteste que celui qui ne manque jamais, comme tout bon croyant, de prendre part tant à la prière du soir qu'à celle du matin, est le calife Nedjimou. Qu'il ait été un homme aussi réfléchi que hardi, Moussa l'a bien prouvé. Avant même que la vengeance de ses victimes ait pu s'abattre sur lui en l'empêchant de prendre soin de ses jeunes fils, il a confié leur tutelle à son ami, le calife lui-même. Or, El-Ma'moun défendra effectivement les droits des Béni Moussa, qui compteront plus tard au nombre des astronomes et des savants les plus célèbres de la cour de Bagdad. Cette histoire est véridique. Elle s'est déroulée à l'époque où l'empereur d'Occident, Charlemagne, s'éteignait. Elle eut pour cadre, au bord du Mourghad, la lointaine oasis de Merv, qui fut la résidence d'El-Ma'moun jusqu'à la mort de son père Haroun al-Rachid. Après quoi, le nouveau calife s'installa à Bagdad, d'où il entreprit le remembrement de son empire menacé de désagrégation. Mais l'histoire est également vraie d'un autre point de vue, en tant que parabole. Tout ce qu'au cours de nuit passaient à garder leurs troupeaux ou à effectuer des razzias après la disparition du globe de feu, et alors qu'une douce fraîcheur descendait d'un firmament étincelant, tout ce que leurs ancêtres païens avaient ainsi lu dans les étoiles, c'était à leurs doctes fils qu'incombait désormais le soin de l'exploiter à la lumière d'une science en plein essor. Les Arabes du désert accordaient beaucoup plus d'importance aux étoiles que les Grecs, les Romains ou les Germains, beaucoup plus qu'aucun autre peuple en vérité. Car, sans demeure fixe, cheminant sans cesse à travers un espace infini, de leur naissance à leur mort, ces Arabes n'avaient pour toi que la voûte céleste. Et dans l'air sec du désert, celle-ci déployait à leurs yeux une magnificence qu'à nos latitudes nous ne saurions imaginer. Dans la journée, il n'existait pas de repère auquel leur regard pût s'accrocher, ni montagne, ni rocher, ni arbre, ni lac, ni mer proche. Rien que le lointain horizon coupé par ces mirages trompeurs qui s'éloignent au fur et à mesure qu'on avance. Au sein de la vaste étendue monotone du désert de pierre ou des dunes mouvantes de la mer de sable, leur regard ne découvrait aucun indice qui leur permît de se situer dans l'espace et dans le temps, sinon le lever et le coucher du soleil, ou de la lune, ainsi que la position et le mouvement des étoiles.
Force leur était de se soucier aussi des changements subis de temps et de température, si lourds de conséquences pour eux et leurs troupeaux. Et d'année en année, le rythme de leur vie nomade s'inspirait du retour périodique de ces points brillants qui cheminaient au-dessus de leur tête. Là-bas, vers le nord, un berger accompagné de son chien fait paître un troupeau de moutons, plusieurs veaux, des chèvres et un bouc, 4 chamelles avec un chamelon, et un seul chameau. Autour de ce troupeau rôdent furtivement une hyène mâle et 2 femelles accompagnées de leurs petits, ainsi que 2 chacals qui tendent un piège au chamelon. Et là où le fleuve irritant brille dans le ciel, on distingue un nid d'autruches. Près du nid, 5 autruches femelles, et un peu plus loin, 2 autruches mâles, rassemblant quelques-uns de leurs petits. On voit aussi des œufs d'autruche et, à proximité du nid, des coquilles brisées. Voilà donc des scènes qui, tirées de l'existence quotidienne, n'ont rien de commun avec les tableaux sidéraux gréco-babyloniens. À l'exemple de leur maître babylonien, les Grecs s'étaient servis, en effet, de groupes d'étoiles pour dessiner le contour d'un personnage ou d'un animal lui appartenant. Et, à quelques rares exceptions près, ils avaient chiffré et catalogué les étoiles solitaires uniquement d'après leur position à l'intérieur de la constellation. Ainsi, l'étoile lambda sur l'omoplate gauche du Sagittaire ou l'étoile gamma sur le dos de Pégase. Les Arabes, en revanche, donnèrent un nom à chaque étoile, même aux étoiles fixes isolées, si bien que leur répertoire d'étoiles fut bien plus riche que celui des Grecs. Lorsque, au temps de Haroun al-Rachid et de son fils al-Ma'moun, les Arabes traduisirent dans leur propre langue l'astronomie du grand Hipparque ainsi que son catalogue d'étoiles remanié par Ptolémée dans son Almageste, les noms d'étoiles grecques traduits en arabe se fondirent avec ceux des étoiles fixes transmis par la tradition, ce qui explique que la plupart des étoiles utilisées de nos jours soient d'origine arabe. En effet, l'Occident qui s'introduisit à l'école des astronomes musulmans se sert aujourd'hui encore des noms arabes d'étoiles fixes, tels qu'Albédéran, Algénib, Algol, Alcor, Ater, Vega, Bételgeuse, Deneb, Fomalhaut, Rigel, etc. Il n'y a d'ailleurs pas que les noms d'étoiles qui soient d'origine arabe, mais également bon nombre de termes d'astronomie dont les profanes eux-mêmes usent couramment. Zénith, Azimut, Nadir, Almicantara, Alidad, Théodolite. En effet, stimulés par l'enseignement des Indiens et des Grecs, les Arabes entreprirent à leur tour, sous l'égide des califes al-Mansour, Haroun al-Rachid et surtout al-Ma'moun, de procéder à une observation systématique et à une recherche méthodique qui devait libérer l'astronomie arabe de l'état infantile où l'avaient confiné les Bédouins et placer les Arabes à l'avant-garde du progrès en matière d'astronomie, cela pour plusieurs siècles. À sa mort, Moussa laisse 3 fils mineurs. La nouvelle du décès de son ami parvient au calife al-Ma'moun alors qu'il est engagé dans une expédition militaire en Asie mineure. Il charge aussitôt son gouverneur de Bagdad de prendre soin des jeunes enfants et dans aucune de ses missives n'oublie de s'enquérir du bien-être de ses pupilles. L'homme dont Ma'moun a fait la nourrice des Beni Moussa. C'est en ces termes que le gouverneur de Bagdad ironise lui-même sur sa nouvelle charge. Confie l'éducation des 3 garçons à Yahya ben Abi Mansour, l'astronome du calife. Yahya dirige à Bagdad l'académie fondée par al-Ma'moun, Beit el-Hikmah, la maison de la science. C'est dans la bibliothèque de cette académie qu'Al-Khawarizmi composera son résumé de Sindanta, perfectionnera les tables astronomiques de Ptolémée et rédigera des célèbres ouvrages d'arithmétique et d'algèbre qui jusqu'à la Renaissance feront autorité en Europe. Et c'est là, aux sources même de l'érudition, parmi des milliers de livres et d'instruments étranges, au cœur des conversations et controverses de savants appartenant aux disciplines les plus diverses, c'est dans cette atmosphère que grandiront les garçons, tous 3 prodigieusement doués. Aussi n'a-t-on pas lieu de s'étonner si, plus tard, les fils de l'astronome et brigand du désert Moussa ben Shakir, pupille du souverain des croyants, se révèlent de grands maîtres de la science. Mohammed ben Moussa, l'aîné des 3 frères, et le plus remarquable, deviendra un grand seigneur doublé d'un politicien avisé et sera, comme son père, le confident des califes. Al-Ma'moun a fait édifier dans le quartier le plus élevé de Bagdad, près de la porte Shamsiyya, un observatoire d'où, sous la direction de Yahya, ces astronomes surveillent méthodiquement le mouvement des planètes. Sur la base de mensurations étonnamment précises,
simultanément exécutée à Bagdad et à Gundishapur, et refaite 3 ans plus tard pour contrôle à l'observatoire du mont Qassiyum près de Damas. Les astronomes d'El-Ma'moun dressent les tables dites éprouvées ou mamouniques, qui sont un audacieux remaniement des tables astronomiques de Ptolémée. À peine a-t-il terminé ses études sous la direction de Yahya que Mohammed ben Moussa est autorisé par le calife à se joindre à ceux qui vont entreprendre de mesurer la circonférence de la Terre. Il part avec un groupe d'astronomes dans la plaine de Zinchar, à l'ouest de Mossoul. Ératosthène avait, le premier, évalué le méridien terrestre par la mesure de l'angle des rayons solaires. Les astronomes d'El-Ma'moun vont essayer d'un autre procédé. Partant d'un même point, un groupe se dirige vers le nord et l'autre vers le sud, jusqu'à ce que le premier voie l'étoile polaire s'élever sensiblement et que le second la voie descendre du même nombre de degrés. D'après la distance qui sépare les deux groupes, les observateurs calculent un degré du méridien, et cela avec une précision tout à fait étonnante. Bientôt cependant, grâce à leurs travaux personnels, Mohammed et ses frères vont se faire un nom. Leurs calculs effaceront non seulement les résultats consignés par Ptolémée, mais aussi ceux de l'astronome de la cour, Mavaruzzi. Je considère, déclarera 500 ans plus tard leur célèbre compatriote El-Biruni lui-même, qu'il faut se fier avant tout aux observations des Beni Moussa, car ceux-ci ont concentré tous leurs efforts sur la découverte de la vérité. Ils furent les seuls en leur temps à connaître et à employer ingénieusement certaines méthodes astronomiques. Et nous savons en outre que d'autres savants qui les assistaient en qualité de témoins oculaires se portèrent garants de l'exactitude de leurs observations. Entre-temps, les Beni Moussa ont quitté le vieux Yahya et son observatoire, car Mohammed est un homme foncièrement indépendant doublé d'un grand seigneur. Quant à l'argent, ma foi, les trois frères paraissent fort à l'aise. En tout cas, ils possèdent leur propre observatoire près du pont Tigri à Bab et-Taq, porte de la couronne. C'est là que Mohammed se consacre avec arrachement à ses observations et à ses calculs. Il tend tous les ressorts de son esprit avec une persévérance inébranlable, écrit l'un de ses patriotes. C'est là qu'il compose ses ouvrages d'astronomie, le premier traité arabe sur le théorème des transversales et, en corrélation avec ses frères, un ouvrage sur la mensuration des surfaces planes et sphériques qui sera traduit en latin par Gérard de Crémone et connu par tout l'Occident médiéval sous le nom de Livre des Trois Frères, Liber Trium Fratrum de Geometrica. Mais Mohammed n'est pas qu'astronome et mathématicien. Il étudie la météorologie et se livre à des observations sur l'atmosphère. Il se passionne pour les constructions mécaniques, marotte de son frère puîné Ahmed, et, dans un ouvrage sur la balance romaine, accroît considérablement les connaissances héritées des anciens. Cet Ahmed est le technicien passionné et le génial bricoleur de la famille. Il découvrit en manière de technique, dit un auteur arabe, des choses que ni son frère Mohammed, ni aucun de ses prédécesseurs, tel Héron entre autres, n'avaient su découvrir en dépit de leurs études approfondies des dispositifs ingénieux et des instruments automobiles. Son volumineux livre des dispositifs ingénieux frappe d'étonnement les Arabes techniquement les plus doués, qui l'exploiteront d'ailleurs avec enthousiasme. Prodigieux, le génie inventif de cet homme qui jamais ne se lasse de fabriquer à partir d'éléments les plus simples une légion d'ustensiles nouveaux et perfectionnés destinés à l'usage courant, ustensiles que toute femme d'intérieur moderne et tout paysan serait heureux de posséder, ainsi que des jouets pour le divertissement de chacun qui feraient aujourd'hui encore le bonheur de tous les enfants. Ici, c'est une auge où seuls les petits animaux peuvent s'abreuver, à l'exclusion du gros bétail. Là, des brocs pour le bain, ou des pots d'où l'on peut tirer des quantités précises de liquide. Cependant qu'entre les écoulements successifs s'effectue une pause d'un temps donné. Ailleurs, des vases qui permettent de calculer le poids spécifique de certains liquides. Un dispositif qui remplit automatiquement un vase dès qu'il est vide, des lampes d'où la mèche sort d'elle-même, dans lesquelles l'huile coule d'elle-même et qui ne s'éteignent pas dans le vent. Un instrument employé pour l'irrigation qui émet automatiquement un sifflement dès que l'eau atteint un certain niveau. Enfin, les types les plus variés de fontaines jaillissantes et de jeux d'eau aux figures sans cesse changeantes. Ahmed ose même s'attaquer à un ouvrage d'astronomie dans lequel il réfute l'opinion des Grecs selon laquelle une neuvième boule entoure les sphères.
Il est naturel que ce fils de l'astronome Moussa ben Shakir mette à son tour ses capacités au service de l'astronomie. En collaboration avec Mohammed, il fabrique une horloge de cuivre aux dimensions gigantesques, tandis que Mohammed observe les changements cycliques des levées et couchers des étoiles les plus importantes. Ahmed adapte les calculs extrêmement compliqués de son frère à un appareil d'un raffinement génial et d'une précision parfaite, chef-d'œuvre unique en son genre, qui provoque l'admiration générale. C'est avec stupéfaction que le médecin Ibn Rabban al-Tabari le découvre dans la nouvelle résidence du calife. Devant l'observatoire de Samarra, j'ai vu un appareil construit par les frères Mohammed et Ahmed ben Moussa, tous deux passionnés d'astronomie et de mécanique. Sur cet appareil sont représentées les constellations. Il est mu par la force hydraulique. À l'instant même où une étoile se couche dans le ciel, son image apparaît dans l'appareil en descendant sous une ligne circulaire qui représente l'horizon. L'étoile remonte-t-elle dans le ciel, son image réapparaît aussitôt sur l'appareil au-dessus de la ligne d'horizon. Le troisième frère, Al-Hassan, dit un auteur arabe, était extraordinairement doué pour la géométrie, plus qu'aucun autre des nombreux savants qui l'entouraient. C'était un autodidacte doué d'une mémoire étonnante. Il possédait une telle puissance d'imagination qu'il parvenait à résoudre des problèmes que personne avant lui n'avait jamais résolus. Il s'absorbait parfois si profondément dans ses pensées qu'il pouvait alors s'abstraire complètement du milieu où il se trouvait, et, parmi une nombreuse compagnie, ne rien entendre de ce qu'on disait, voire ne pas s'apercevoir de la présence des autres. Il raconte lui-même que lorsqu'un problème le préoccupe, il lui arrive de voir le monde s'assombrir devant ses yeux et de croire évanoui ou plongé dans un rêve. Un jour, en présence d'Al-Ma'moun, il se prend le bec avec Marwarudzi, l'un des savants qui se consacre à Damas à l'observation du soleil. Sans doute Marwarudzi a-t-il étudié à fond les éléments d'Euclide et l'Almageste de Ptolémée, mais il a de la peine à résoudre par lui-même tout problème de mathématiques.